Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous pouvez nous voir et nous entendre avec Fabrice? Alors, vous pouvez répondre ici dans le chat. Ah, bonjour. Alors, a priori, oui, c'est bon. Donc, bienvenue à tous et merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire sur le sujet passionnant de la conformité légale en RH et de la manière dont on peut éviter les sanctions. Aujourd'hui, donc, on est accompagné par Fabrice Carava qui a l'habitude de nous accompagner sur l'actualité sociale. Fabrice, je te laisse te présenter. Merci Géraldine. Oui, donc Fabrice Carava, effectivement, j'ai pour habitude avec Coralie et Letty d'animer les webinaires que nous faisons chaque mois d'actualité sociale dans le cadre de ce partenariat avec WICMS. Donc moi, je suis avocat associé du cabinet Capstan. Je me permets de présenter 2 secondes le cabinet. Capstan, c'est un cabinet d'avocats d'envergure nationale et même internationale, qui est spécialiste en droit du travail. Donc tous les avocats du cabinet ne font que ça et tout le cabinet ne fait que ça. Nous conseillons et nous défendons évidemment les entreprises en matière de droit du travail. Et donc voilà, je suis très heureux de participer aujourd'hui à cet exposé sur les entretiens et les objectifs et leur appréhension par le droit du travail. Parfait, merci beaucoup pour cette petite introduction. Juste pour se présenter pour nous, donc même si je crois que pour la plupart on se connaît, donc juste en 30 secondes, donc nous on est un éditeur de logiciels et notre mission c'est d'être le meilleur assistant RH que les dirigeants, les experts comptables et les RH n'aient jamais connu. Donc nous on a 2 logiciels, un outil graphique qui fait du reporting RH et qui automatise la BDESE et on a un autre logiciel qui s'appelle Crew et qui automatise les campagnes d'entretien et qui digitalise tous les entretiens des collaborateurs. Juste les règles du jeu, je ne sais pas si vous avez déjà été sur Livestorm, mais en fait, il y a une partie de chat, donc n'hésitez pas à nous faire remonter si vous avez des éléments à les écrire ici. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'onglet questions et je crois que c'est bon et on est parti. Je vais partager le document et je vais laisser la parole à Fabrice qui est notre expert. Hop. Est-ce que vous voyez bien l'écran? C'est bon? Je pense que normalement, c'est bon. En tout cas, moi, je le vois, donc j'imagine que ça doit être le cas de tout le monde. Donc, Géraldine, je me permets, je prends la parole, j'avance. Oui. Allez, c'est parti. Parfait. Donc, aujourd'hui, le sujet dont on parle va être essentiellement celui des entretiens en droit du travail, de manière, je dirais, large, c'est-à-dire qu'on a décidé de vous proposer d'aborder autant l'entretien professionnel, qui est donc un entretien, je vais y venir, réglementé par le Code du travail, mais aussi, on y reviendra dans un deuxième temps, l'entretien d'évaluation, ce que j'appelle moi souvent les entretiens RH, plus généralement, c'est-à-dire tous les entretiens qui existent dans la pratique des ressources humaines dans les entreprises, mais qui ne sont pas pour autant réglementés. Ils ne sont pas réglementés, mais ils sont néanmoins appréhendés par le droit et appréhendés par la jurisprudence. Donc il est quand même important dans la pratique RH de savoir qu'est-ce qu'il en ressort de cette appréhension par la jurisprudence en particulier, de ces autres entretiens, même s'ils ne sont pas codifiés dans le Code du travail. Donc voilà, c'était cette introduction. Alors, quelle est la différence entre les deux ? Eh bien, tout simplement, que ça n'est pas la même chose. C'est-à-dire, comme je viens de le dire, l'entretien professionnel est encadré par l'article en particulier L6315-1 du Code du travail et, je vais y venir, quelque chose d'obligatoire. Les autres entretiens n'existent pas en termes d'obligation. C'est-à-dire, il n'y a aucune obligation de faire des entretiens, par exemple, d'évaluation. Ça n'est qu'un droit pour l'employeur. La jurisprudence est d'ailleurs positionnée sur cela. Mais il ne faut pas confondre les deux, et ça sera la fin de mon premier propos introductif sur cette slide, c'est-à-dire que très souvent dans les entreprises, on voit des comptes rendus d'entretien qui vont mélanger finalement les entretiens professionnels et les entretiens d'évaluation. Or, et je vais y venir, le Code du travail est relativement clair, l'entretien professionnel n'est pas un entretien d'évaluation,
Il ne doit pas être un entretien d'évaluation, c'est un entretien qui a un autre objet légal. Donc ça, c'est un premier écueil auquel il faut faire attention en termes de conformité, parce que lorsqu'on se retrouve dans un contentieux autour de ces questions, on est souvent très mal à l'aise d'avoir des comptes rendus qui mélangent les genres, et très souvent, on se rend compte qu'en réalité, on n'a pas de compte rendu d'entretien professionnel. C'est-à-dire qu'on a des comptes rendus d'évaluation qui nous sont produits en tant qu'avocats par les entreprises, qui ne sont pas des entretiens professionnels, qui ne sont pas des comptes rendus d'entretien professionnel. Et donc, ça signifie que l'entreprise n'a pas rempli ses obligations en matière d'entretien professionnel. Donc, il y a bien une distinction à faire. C'est une première idée à retenir. Ce sont des entretiens différents. Je commence à rentrer, et c'est le deuxième slide, Géraldine, si tu veux bien, voilà, à rentrer dans le sujet de l'entretien professionnel, proprement parlé. Donc, je l'évoquais tout à l'heure, l'entretien professionnel, c'est l'article L6315 du Code du travail. Je vais faire un petit peu de lecture, mais ça part de là, tout le raisonnement part de là. Donc, on nous indique qu'à l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les 2 ans d'un entretien professionnel avec son employeur, consacré, et ça rejoint ce que je vous disais à l'instant, il y a un objectif légal à l'entretien professionnel, et il ne doit être consacré qu'à ça, consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi. Le texte du Code du travail, je viens de l'évoquer à l'instant, nous dit très clairement, cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et aux conseils en évolution professionnelle. Le texte poursuit en nous disant que l'entretien professionnel doit donner lieu à la rédaction d'un document écrit, donc, dont une copie est remise au salarié. Le texte prévoit le rythme de ces entretiens, donc c'est tous les 2 ans à partir de l'embauche, et il y a un bilan qui intervient tous les 6 ans. Ce bilan doit donner lieu aussi à un état des lieux récapitulatif, c'est le texte qui nous l'indique, du parcours professionnel du salarié et à la rédaction d'un document. Lors de ce bilan, on doit faire un point du suivi des actions de formation, de l'acquis des éléments de certification par la formation, par une validation des acquis de l'expérience, et ce qui concerne le bénéfice de la progression salariale ou professionnelle. Alors, sur le rythme, donc, tous les 2 ans avec un bilan tous les 6 ans, je reviens sur le fond. Sur le fond, je viens de faire lecture de ce que doit être un entretien professionnel. C'est véritablement le point important. Le texte que j'ai lu vous donne en fait les rubriques qu'il doit y avoir à minima dans un compte-rendu d'entretien professionnel, et surtout au-delà de la forme, qui doivent être abordées pendant un entretien professionnel. Vous observerez, si je synthétise un petit peu, qu'il y a finalement 2 aspects. Il y a un aspect d'échange avec le salarié, puisque l'entretien doit porter sur les perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi. Mais donc, j'insiste là-dessus, sans aborder une évaluation du travail du salarié, j'insiste grandement là-dessus. Et puis, il y a une partie d'information. Alors, je le souligne parce que très souvent, c'est une partie qui est totalement omise, totalement oubliée. C'est-à-dire que dans le cadre de l'entretien professionnel, et c'est une modification qui est intervenue depuis le 1er janvier 2019, l'employeur doit fournir des informations, je le lisais tout à l'heure, sur le compte personnel de formation, notamment, et sur la validation des acquis de l'expérience, par exemple. Donc ça, j'insiste, parce que très souvent, dans la tenue de l'entretien professionnel, comme dans la formalisation de l'entretien professionnel, les entreprises omettent de formaliser cette information. Il est important de le faire, d'une part, et d'autre part, que le compte-rendu d'entretien professionnel le formalise pour que l'employeur ait la preuve de l'information donnée aux salariés sur ces sujets-là. Je vous parlais tout à l'heure de rythmique, tous les 2 ans et un bilan tous les 6 ans.
Et très souvent aussi oublié un autre rythme, c'est le fait que un entretien professionnel doit aussi être réalisé au moment du retour du salarié de certains congés. Le Code du travail le prévoit à l'issue du congé de maternité, du congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé de sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée, d'une période d'activité à temps partiel ou d'un arrêt longue maladie. Donc il y a une série de situations d'absence prolongée qui est prévue par le Code. À l'issue de ces absences, on doit organiser également, le texte dit proposer systématiquement, donc c'est pas forcément, il ne va pas forcément se tenir, mais on doit le proposer aux salariés ce type d'entretien. C'est un point de vigilance aussi que je voulais souligner parce que c'est très régulièrement oublié. Ce qui peut donner lieu là aussi, lorsque les choses dérapent avec un salarié, à des contestations. Les salariés venant indiquer que ça n'a pas été respecté, cette obligation, et venant par exemple, soit c'est un peu le niveau 1 de l'argumentaire, solliciter des dommages et intérêts, et des dommages et intérêts uniquement, soit même se saisissent de cette situation pour indiquer qu'ils ont subi une discrimination à leur égard, et donc l'argumentaire va encore plus loin, par exemple du fait de leur congé maternité ou de leur longue maladie. Discrimination qui aurait impacté leur perspective d'évolution professionnelle dans l'entreprise, puisque c'est l'objet de l'entretien professionnel. Donc, attention, ne pas omettre, dans le cas des obligations légales autour de l'entretien professionnel, cette nécessité de traiter ces situations de retour de certains congés. Autre point que je voulais évoquer, c'est celui qui est mentionné sur le slide également, c'est la notion des représentants du personnel. Là aussi, parce que c'est un point qui est souvent omis, l'article 2141.5 du Code du travail prévoit que lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci, donc l'entretien professionnel, permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. On nous précise que pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à 2000 salariés, c'est donc quand même pas mal d'entreprises, ce recensement est réservé aux titulaires de mandats disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30% de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou à défaut de la durée applicable dans l'établissement. Donc je resynthétise tout ça et j'explique un petit peu. C'est un élément du dispositif de l'entretien professionnel, qui est un dispositif global, tous les 2 ans, au retour de certains congés, le bilan des 6 ans, qui est souvent omis et qui est dans le texte et qui est très important en pratique parce que, comme j'évoquais des actions liées à la discrimination parce que, par exemple, au retour de congé maternité, on n'a pas organisé et on n'a pas proposé d'entretien professionnel, très souvent, on a des actions en discrimination syndicale qui vont venir s'appuyer sur le non-respect de cette disposition légale que je viens de lire. Donc, je la reprends. En fait, il en ressort que dans le cadre d'un entretien professionnel, pour un salarié représentant du personnel titulaire ou finissant un mandat syndical, si on est arrivé au bout du mandat au moment où l'entretien professionnel de ce salarié se réalise, comme il peut se réaliser pour n'importe quel salarié, alors il doit y avoir finalement une rubrique en plus dans le contenu de l'entretien professionnel et donc dans le compte-rendu écrit pour pouvoir justifier d'avoir traité cette obligation. Donc cette rubrique, c'est le recensement des compétences acquises et les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Alors concrètement, ça veut dire que la loi organise l'obligation, dans le cadre d'un entretien professionnel, pour donc les salariés protégés, titulaires du CSE ou d'un mandat syndical, de faire un point avec l'employeur pour voir finalement quelles compétences ils ont acquises du fait de leur mandat de représentant du personnel et voir comment on peut valoriser cette expérience dans l'entreprise. Et c'est comme ça qu'on voit, par exemple, des délégués syndicaux, des anciens délégués syndicaux, venir dire « j'ai acquis des compétences en droit du travail
et j'aimerais bien travailler au service RH. Alors, je caricature un petit peu, mais c'est ça l'idée. Sachant donc, pour terminer sur le texte, que cette obligation, pour les entreprises de moins de 2000 salariés, donc c'est quand même beaucoup d'entreprises, ne concerne que les salariés qui ont eu au moins des heures de délégation équivalentes à 30% de la durée du travail, ce qui quand même écarte cette obligation pour beaucoup de personnes. Mais il ne faut pas l'oublier pour autant, elle demeure pour un certain nombre, et ce nombre-là peut donc l'utiliser pour évoluer dans l'entreprise, et potentiellement, parce que c'est souvent ça qu'on voit, pour venir revendiquer une discrimination à leur égard si cette obligation n'est pas respectée. Donc attention, quand on parle, et j'en termine là sur les entretiens professionnels, à moins qu'il y ait des questions à ce stade avant peut-être de passer aux autres entretiens, attention, dans le dispositif de l'entretien professionnel, il ne faut pas en oublier, et il faut respecter l'ensemble du dispositif. Donc certes, il y a des entretiens tous les 10 ans, il y a le bilan, mais il y a aussi les entretiens au retour de certains congés, il y a aussi le dispositif que je viens d'évoquer pour les représentants du personnel, et surtout, ce n'est pas le sujet de l'évaluation du salarié qu'on traite, mais les informations et les sujets prévus par la réglementation pour que le compte-rendu soit conforme à la réglementation et vous protège véritablement au sujet de l'ensemble de ces obligations. Géraldine, peut-être on peut faire un point s'il y a des questions sur ces sujets-là avant que je bascule sur les autres entretiens RH. Alors, il n'y a pas de questions spécifiques. Il y avait une personne qui s'inquiétait de savoir si les... Oui, alors c'est normal, j'avais beaucoup de choses à dire sur ce premier point. Alors, on a une question en fait qui vient d'apparaître. Que faire si les entretiens professionnels n'ont pas été réalisés? Est-ce qu'on repart de zéro après la date butoir du 31/12/2020? Alors, ça dépend où on se situe. Si on est toujours à temps de régulariser, il est bon de les mettre en œuvre. Par contre, si on n'a pas suivi le rythme, bien, on peut être redevable d'une sanction. Alors, je le dis comme ça parce qu'en fait, la sanction est différente selon que l'entreprise a au moins 50 salariés ou pas. Pour les entreprises d'au moins 50 salariés, il y a un abondement au CPF qui est prévu, qui est de 3 000 €, si ma mémoire est bonne. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, la sanction peut être à minima des dommages et intérêts à l'égard du salarié. Donc, si vous êtes dans un temps où vous pouvez toujours régulariser, pressez-vous à régulariser. Mais si vous avez loupé les dates, notamment le rythme des 2 ans par exemple, vous risquez ce type de sanction, selon la taille de votre entreprise. Ok. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut passer au slide d'après, du coup. Très bien. Alors, là, c'est un sujet, donc je vais rester sans bouger sur cette slide quelques minutes. C'est un sujet, là aussi, qui est très souvent... qui n'est très souvent pas abordé, finalement, dans les services de ressources humaines, alors pourtant qu'il donne lieu à de nombreux contentieux. Donc, je pense qu'il est important d'avoir à l'esprit que, comme je le disais en introduction, il y a certes des entretiens professionnels qui sont codifiés, c'est-à-dire qu'il y a les règles que je viens d'évoquer, des règles légales à respecter, mais tous les autres entretiens sont aussi appréhendés par le droit. Alors, pour essayer de synthétiser, parce qu'il y a une pléthore de jurisprudence en la matière, et notamment, je vais m'en expliquer, autour de notions liées aux risques psychosociaux. Il faut quand même partir peut-être de la base, c'est-à-dire que la plupart de la jurisprudence s'est développée finalement autour d'un article du Code du travail, qui est l'article L1222-3 du Code du travail. C'est-à-dire que le Code du travail prévoit que le salarié est expressément informé préalablement à leur mise en œuvre des méthodes et techniques d'évaluation professionnelle mises en œuvre à son égard. De cet article-là, il ressort des formalités que l'employeur doit respecter avant de mettre en place des entretiens d'évaluation. Donc avant de vous parler de la manière dont la jurisprudence appréhende ces entretiens, il y a déjà cet aspect formel qu'il ne faut pas omettre.
l'employeur, en sa qualité d'employeur, a le droit d'évaluer les salariés. Donc, il a le droit de mettre en place des entretiens dans ce sens-là, qui sont donc totalement distincts de l'entretien professionnel. C'est son droit. Il y a d'ailleurs des arrêts de la Cour de cassation, il y a de la jurisprudence qui vient nous expliquer que les salariés doivent se soumettre à cette volonté de l'employeur d'organiser des entretiens d'évaluation. Par contre, il ressort de l'article du Code du travail que je viens de lire que la jurisprudence assimile des techniques d'évaluation, les entretiens d'évaluation, à des techniques d'évaluation et donc au respect de cet article du Code du travail. Donc concrètement, ça signifie qu'avant la mise en œuvre de tout entretien d'évaluation, qui n'est l'entretien d'évaluation finalement que la formalisation, l'émanation d'une technique de contrôle et d'évaluation des salariés, eh bien, il doit y avoir une information en premier lieu du comité social et économique. Et même une consultation, puisque une consultation doit intervenir avant la mise en œuvre de tout moyen de contrôle des salariés. Et c'est donc assimilé. Donc ça, c'est un élément qui est très souvent omis. Le CSE, au titre de ses prérogatives générales en matière de santé et de sécurité, doit être consulté préalablement à la mise en œuvre de techniques d'évaluation et donc d'entretien d'évaluation. C'est parfois une consultation qui donne lieu dans les entreprises à de lourds débats. Notamment, je vais l'évoquer après, en fonction des techniques d'évaluation qui sont utilisées. Deuxième élément, c'est l'information des salariés. Donc, et de la loi et de la jurisprudence, qu'il ressort que toute technique d'évaluation et de contrôle doit donner lieu à une information préalable des salariés. Il faut donc une information, non seulement du CSE, là c'est même une consultation, mais une information des salariés. Concrètement, il faut donc formaliser cette information qui va donner lieu, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails aujourd'hui, à certaines rubriques, je dirais, d'informations, qui vont notamment indiquer aux salariés la méthode, comment on évalue, comment on conserve ces données, par exemple. C'est un troisième point de formalisation que j'évoquerai, lié au RGPD. Depuis le RGPD, il s'avère que donc toute méthode de conservation de données personnelles qui peuvent intervenir dans les entretiens d'évaluation doivent être inscrites au registre des activités de traitement, des traitements des données personnelles. Je vais y arriver. C'est une partie qu'il ne faut pas omettre non plus. Donc, il y a cette formalisation, avec essentiellement la consultation du CSE et l'information des salariés, qu'il ne faut pas omettre avant toute mise en œuvre, au final, des entretiens d'évaluation qui sont l'émanation de l'application dans l'entreprise de techniques d'évaluation. Alors, c'est un deuxième point, mais donc c'est lié, que j'aborderai pour attirer votre attention sur le fait que malgré l'absence de codification de règles sur les entretiens RH, il y a une appréhension par le droit. Retenez qu'il y a une multitude de jurisprudences concernant les méthodes d'évaluation. Et donc, l'entretien d'évaluation peut être l'utilisation d'une de ces méthodes. La Cour de cassation a eu de nombreuses fois à se positionner sur la licéité de certaines méthodes ou sur les conséquences de certaines méthodes. Il y a des contentieux où certains salariés vont indiquer qu'il ressort de leur évaluation un véritable harcèlement moral organisé, c'est-à-dire qu'il y a un harcèlement lié aux méthodes managériales. Dans certains dossiers, ça peut être reconnu. Cette critique peut être fondée sur les comptes rendus d'entretien qui ont été faits à l'issue d'entretiens d'évaluation ou d'entretiens RH. Donc, il faut faire très attention et être précautionneux au contenu de ces entretiens, parce que le contenu de ces entretiens peut être exploité, notamment en matière de harcèlement moral. Plus généralement, le salarié peut y trouver des éléments exploitables. Un autre biais, ça peut être d'ailleurs pour venir contester un licenciement.
Si vous avez effectivement un entretien d'évaluation qui démontre que le salarié fait extrêmement bien son travail et qu'un mois après, il est licencié pour insuffisance professionnelle, vous allez avoir un problème pour soutenir votre licenciement à la barre du Conseil de prud'homme. Donc, il y a une appréhension par le droit, sous différents aspects, de ces entretiens d'évaluation. Je parlais tout à l'heure des méthodes d'évaluation, j'y reviens. Là, je débordais un peu en allant sur la question du licenciement. Sachez que la Cour de cassation s'est déjà positionnée sur des méthodes d'évaluation. Sachez par exemple, il y a un arrêt notamment du 27 mars 2013 en la matière, que la méthode que l'on appelle du ranking par quota a été considérée comme illicite. Donc, si vous avez des entretiens d'évaluation qui traduisent l'application de cette méthode d'évaluation, vous êtes dans une entreprise qui peut avoir un problème. Cette méthode, pour être un petit peu plus précis, ça consiste en un mode d'évaluation qui aboutit à un classement des salariés en catégories, mais en fonction de quotas impératifs, c'est-à-dire tous les salariés vont être classés et certains employeurs ont utilisé cette quota pour classer les salariés et aboutir même à des décisions managériales à leur égard, parfois de mutation, voire même de licenciement économique, ou pour faute, ou pour insuffisance professionnelle. La Cour de cassation a considéré que ce type d'utilisation de méthode des quotas, avec des quotas impératifs, n'était pas licite. Je ne rentre pas dans les détails du raisonnement de la Cour de cassation, mais donc ça veut dire qu'il y a nécessairement, ça veut dire qu'il y a cette appréhension, comme je le disais, par le droit et par la jurisprudence de ces entretiens d'évaluation. Ça veut dire qu'il faut en avoir conscience et que dans la manière de mener ces entretiens, comme dans les rubriques que l'on va mentionner dans les comptes rendus de ces entretiens, comme dans la mention dans ces rubriques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va rédiger sur ce compte rendu d'entretien, eh bien, il faut être précautionneux, il faut avoir conscience de cette appréhension par la jurisprudence, parce qu'il peut y avoir des impacts préjudiciables pour l'entreprise. Et pire, l'entreprise peut traduire ainsi des méthodes de management qui peuvent être critiquées, voire considérées comme illicites. Donc, c'est un élément important à retenir. L'absence de codification ne veut pas dire l'absence d'appréhension par le droit de ces entretiens d'évaluation. Et pour reprendre la terminologie qui m'est propre d'entretien RH, c'est-à-dire tout type d'entretien qui peut être utilisé pour la gestion des ressources humaines dans les entreprises. Est-ce qu'il y a des questions sur ces sujets-là avant qu'on passe peut-être au dernier sujet ? Alors, il n'y a pas de question sur celui-là. Par contre, il y en avait une sur le sujet d'avant, sur les entretiens professionnels, à savoir comment ça se passe lorsque l'entreprise passe de moins de 50 collaborateurs à plus de 50 collaborateurs. Est-ce qu'il y a les règles? Alors, le seuil de 50 que j'ai évoqué ne concerne que la sanction. Okay. D'accord ? C'est-à-dire que, effectivement, le Code du travail prévoit l'abondement au compte personnel de formation en cas d'irrespect par l'entreprise de ses obligations en matière d'entretien professionnel que pour les entreprises de moins de 50. Alors, ça ne veut pas dire que les entreprises de moins de 50 sont exemptes de toute responsabilité, ça veut juste dire qu'il n'est pas prévu pour elles cet abondement. Mais comme je le disais tout à l'heure, le salarié peut se prévoir des manquements pour demander de dommages et intérêts. Par contre, l'obligation des entretiens professionnels n'est pas soumise à un seuil. Elle est pour tous les salariés dans toutes les entreprises. Ok. Voilà. Donc, il n'y a pas d'impact du changement de seuil, en fait. Ok, ça marche. Eh bien, on peut passer au dernier sujet sur les objectifs. Très bien. Alors, en lien avec les entretiens, alors, pas en lien avec l'entretien professionnel, parce que, comme je le disais tout à l'heure, il a un objet légal auquel il faut rester attaché, mais il peut ressortir des autres entretiens, et plus généralement de la gestion RH avec un salarié, la volonté de fixer des objectifs. Donc, on a souhaité vous présenter aujourd'hui, là aussi, comme je viens de le faire sur les entretiens non codifiés, les entretiens d'évaluation en particulier, vous faire part de quelques réflexions juridiques sur l'appréhension par le droit de la fixation d'objectifs aux salariés. Donc, je m'attacherai en fait à 2 points, parce que l'expérience me démontre que ce sont les 2 points qui posent souvent question et posent souvent problème.
Le premier point, c'est le mode de fixation. C'est-à-dire que il faut retenir que la fixation d'objectifs à un salarié ne ressort pas nécessairement du contrat de travail. Je parle des objectifs individuels. Hein, je ne parle pas des objectifs qu'on peut se fixer au travers, par exemple, d'un accord d'intéressement pour verser une prime d'intéressement. Ça, c'est du collectif. Je ne parle pas de ça. Je parle vraiment d'objectifs individuels. Ça ne relèvera pas forcément du contrat de travail. On va apprécier les situations. Dans certaines situations, ce sera de manière pertinente le contrat de travail, par exemple dans la situation où il n'y a qu'un seul salarié concerné par l'objectif que l'on veut fixer, parce que c'est le seul directeur, par exemple, de la communication de l'entreprise, et on veut lui donner des objectifs personnels, ça va passer par le contrat de travail. Par contre, si on veut fixer des objectifs à une catégorie de salariés, on peut imaginer le faire hors contrat de travail. Donc retenez que c'est tout à fait faisable. On peut le faire par ce qu'on appelle une décision unilatérale de l'employeur, qui va être vraiment créatrice de droit, hein, c'est une source de droit, donc ça va engager juridiquement l'employeur, mais autrement que par le contrat de travail, l'employeur ne pourra pas s'en défaire s'il veut supprimer cet engagement sans suivre une procédure d'information du CSE, d'information des salariés concernés, et de respect d'un délai de prévenance suffisant, comme dit la Cour de cassation, de 2 à 3 mois. Donc il y a une formalisation, mais il pourra quand même le faire unilatéralement, parce que c'est dans une décision unilatérale. Si vous avez contractualisé des objectifs, et donc souvent la rémunération qui va avec l'atteinte de ces objectifs, parce que c'est plus des clauses de rémunération finalement qui se cachent derrière les clauses d'objectifs, vous allez être enfermé par le contrat de travail et il ne pourra pas être modifié sans l'accord du salarié. Donc, c'est une première remarque. Il faut apprécier d'un dossier à un autre. Dans certains cas, on va nécessairement passer par le contrat de travail pour fixer des objectifs et donc derrière les objectifs, une rémunération variable. Mais sachez que ça n'est pas forcément le cas. La Cour de cassation admet parfaitement cela, à tel point que la jurisprudence qui intervient sur des questions liées aux objectifs nous le dit clairement. Par exemple, la jurisprudence portant sur les licenciements pour non-réalisation des objectifs, eh bien, il en ressort très clairement que peu importe que l'objectif soit fixé par le contrat de travail ou unilatéralement par l'employeur. Donc, c'est un premier élément. Retenez qu'il peut y avoir une réflexion par rapport à la pertinence du véhicule juridique à utiliser. Ça n'est pas forcément le contrat de travail qui va être le bon véhicule ou le véhicule obligatoire. Et l'impact, c'est qu'effectivement, on ne peut pas changer les objectifs et donc les rémunérations liées à ces objectifs de la même manière. Deuxième élément, attirer votre attention sur quelques exemples de jurisprudence qui sont à retenir par rapport au traitement de ce sujet des objectifs à l'égard des salariés. Je prendrai juste quelques exemples. Je commencerai par un arrêt relativement récent, le plus récent peut-être, de la Cour de cassation en la matière, qui est un arrêt du 9 février 2022, parce qu'il apporte un élément intéressant concernant la proratisation. Se pose souvent la question de savoir comment on traite la prime liée à des objectifs qui ont été fixés à un salarié lorsque le salarié quitte l'entreprise en cours d'année. Donc, il y a cette notion de proratisation. Alors, évidemment, la situation peut dépendre de la rédaction de la clause contractuelle ou de la décision unilatérale de l'employeur sur ce point de la proratisation. La question peut être plus complexe à traiter en droit lorsque la rédaction de cette prime, la rédaction liée à cette prime, donc dans la clause contractuelle ou dans l'engagement unilatéral, pose une condition de présence pour bénéficier de la prime. C'était le débat qui se posait dans cet arrêt de 2022, où la Cour de cassation a fini par considérer
que, eh bien, dès lors que le salarié, alors dès lors plus précisément que la prime dont on parle est bien liée à l'activité du salarié, est une contrepartie à l'activité du salarié, c'est important, parce que ça sous-entend qu'il y a un travail de sa part derrière cette prime, elle s'acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise. Dans l'exemple, un salarié a quitté l'entreprise le 25 novembre 2016, et donc une prime annuelle sur objectif pour cette année 2016 n'était due, d'après la Cour de cassation, qu'en proportion du temps de présence de la salarié au cours de cet exercice. Sachez que dans cet arrêt, l'employeur disait « je ne dois pas 100% de la prime ». La Cour de cassation lui a donné raison. Donc ça, c'est une idée à retenir dans l'application des rémunérations variables liées aux objectifs qu'on a fixés, cette notion de proratisation. Retenez donc qu'il y a de la jurisprudence en la matière et que la Cour de cassation tend vers la proratisation de ces primes. En tout cas, je parle bien des primes qui sont liées à l'activité du salarié, qui sont liées à un travail direct du salarié. J'attirerai également votre attention sur un deuxième sujet qui donne lieu à pas mal de discussions devant le juge. C'est le sujet de la fixation du montant de la prime. En fait, la situation est celle dans laquelle les termes du contrat de travail, par exemple, lorsque l'objectif et la rémunération liée à l'objectif a été fixée par le contrat de travail, sont trop imprécis, notamment sur la base de calcul de la part variable. C'est un écueil que l'on voit souvent, c'est-à-dire que malheureusement, souvent la rédaction n'est pas suffisamment fine, n'est pas suffisamment précise, ne fixe pas exactement la définition des termes qui permettent de calculer la prime, et c'est un écueil que l'on voit souvent, c'est un défaut de finesse dans la rédaction. Ça pose problème lorsqu'il y a un conflit, notamment lorsque le dispositif qui a été prévu permettait à l'employeur de fixer les objectifs. C'est-à-dire, on fixe une prime dans le contrat prévoit qu'il y aura une prime, mais laisse à l'employeur le soin annuellement de fixer les objectifs. Pour être clair, ce n'est pas forcément une méthode que je préconise, c'est même une méthode que je déconseille de procéder ainsi, parce qu'on risque de tomber dans ce que je suis en train de vous exposer. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe si l'employeur ne fixe pas ses objectifs, alors qu'il y a quand même une clause? Eh bien, la Cour de cassation va considérer que dans ce type de situation, c'est le juge qui va procéder lui-même au calcul de la rémunération. Très souvent, il va alors s'appuyer sur la pratique antérieure des parties, les années où les objectifs avaient été fixés, ou les années où l'accord des parties avait été fait par un avenant pour l'année donnée. Donc le juge va aller voir ce qui a été fait, et c'est lui qui va fixer. Donc c'est un deuxième point de vigilance, un deuxième sujet sur la fixation des objectifs sur lequel je vais venir, c'est que vous le fassiez par contrat de travail ou par décision unilatérale, la rédaction doit être particulièrement chialée, particulièrement réfléchie. Vous devez préciser tous les détails, notamment les notions des bases de calcul de la prime, les périodicités de paiement, les modalités de paiement. Tout doit être expressément prévu, quitte à ce que la clause soit un peu lourde et un peu importante, mais c'est totalement préférable, parce que sinon vous risquez de vous retrouver dans une situation où c'est le juge qui au final viendra fixer le calcul de la prime, et il ne sera pas forcément celui que vous auriez imaginé en faisant le contrat ou en faisant la décision unilatérale. Cette rédaction-là, cette finesse de rédaction, elle est fondamentale. La jurisprudence sur laquelle je voulais attirer votre attention nous le démontre. Donc, il faut être particulièrement précis dans cette rédaction. Voilà, c'était les deux points de jurisprudence sur lesquels je voulais attirer votre attention, parce que c'est ceux qui, en pratique, posent les difficultés, ou en tout cas, ce sont les sujets sur lesquels on voit des difficultés devant le Conseil de prud'homme. Est-ce qu'il y a des questions sur ces aspects-là? J'en aurais pour ma part fini de la présentation que je voulais faire.
Ok, parfait. Ben, merci beaucoup. Il n'y a pas de questions, donc je pense que tu as été très très clair. Pour ceux qui le souhaitent, du coup, Fabrice, je vais te remercier d'être venu encore une fois avec nous et de nous accompagner sur, sur tous ces Eh bien, sujets. merci. Et puis, je vais effectivement me permettre de vous laisser. Ça marche, merci beaucoup. Alors, pour ceux Au qui revoir. souhaitent rester, je vous propose de découvrir notre outil Crew, qui est un outil qui permet de digitaliser et automatiser les entretiens. Si vous souhaitez rester, n'hésitez pas à me mettre un petit message dans le chat pour si vous souhaitez assister. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée et puis on se voit sûrement à un prochain webinaire. Merci beaucoup à tous. Bonne journée. Bon, ben, a priori, personne ne souhaite voir la démo. J'attends encore 10 secondes et après, je vous souhaite une bonne journée à tous. Eh bien, écoutez, bon appétit à tous. Au revoir.